Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue de Star Trek pour les nuls, le podcast. Ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé et pourtant c'est un de mes formats favoris personnellement. Dans les entrevues, nous revenons sur la noobitude des intervenants et intervenantes de ce podcast. Et aujourd'hui, pour répondre à mes 5 questions habituelles, Cyril, bonsoir, comment vas-tu? Très bien, et toi? Molto bene. Je viens de finir mon café, je suis un peu énervé. Désolé. Je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Alors, j'ai souvent remis en cause le professionnalisme de Star Trek pour les nuls, pour une poignée de reviews et de manière générale toutes mes créations. Mais je pense que là, tu vois, je vais devoir recevoir l'Oscar du manque de professionnalisme tant j'ai fait n'importe quoi. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. Parce que vous êtes sur les ondes de Pour une poignée de reviews, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek pour les nuls. En avant. Alors, Cyril, comment as-tu découvert Star Trek? C'était dans les milieux des années 90, au vidéoclub. Je me rappelle, c'est mon père qui m'a amené en fait l'épisode pilote de DS9 et il m'a dit Star Trek a repris. Je ne savais pas, on va regarder ça ensemble. Et j'ai découvert avec la cassette de l'épisode pilote de l'émissaire, voilà, sur DS9 tout simplement. Puis après, vu qu'il y avait des cassettes au vidéoclub, on prenait, on regardait. Commencer par Deep Space Nine, ça n'a pas été trop dur? Absolument très chiant. Non, mais vraiment, c'est chiant. L'épisode pilote de DS9, il est nul, il est mou, il est tout ce que tu veux, quoi. Après, il a fallu s'accrocher, et puis, quelques temps après, ce qui était cool, c'est qu'il y avait eu la collection officielle qui avait commencé. Ouais. Avec les DVD, VHS. Les DVD. Ah oui, non, je crois que nous, c'était les DVD. Je sais plus, bref. Et du coup, ouais, on les collectionnait, et moi, j'ai toujours été très collectionneur de tout, quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert en collection, parce que mon père collectionnait. Et du coup, c'est moi qui m'occupais des classeurs et je lisais à chaque fois les fiches. Et à force de lire, t'as envie de regarder ce que tu lis, quoi. C'est comme les livres chiants au collège, quoi. C'est toujours mieux le film que le livre, quoi. Germinal, si tu nous entends. Ouais, voilà. Terminal, ouais. Mais du coup, alors, qu'est-ce que c'est en fait qui t'a marqué, qui t'a donné envie de continuer? C'est vraiment le fait que ton père ramène les cassettes les unes après les autres? Ouais, les films. C'est surtout les films Star Trek qui étaient quand même vachement impressionnants parce qu'à l'époque, je jouerais que par Star Wars, surtout qu'en plus on était à une époque où, tu sais, il y avait la ressortie des films Star Wars là pour les 20 ans ou les 25 ans au cinéma. Entre 95 et 2000 et du coup je jouerais que par Star Wars, j'avais joué Star Wars et tout, et c'est vrai que c'était une bonne alternative, ça te permettait de continuer à regarder de la SF et du coup c'est avec cette petite guéguerre Star Wars Star Trek que moi je me suis initié vraiment à la SF télévisée quoi. Ouais, mais c'est vrai que alors si je reprends dans les fin 90 SF télévisé, Stargate avait pas commencé. Non. 2000 je crois. Ouais, il y avait je dis pas, il y avait énormément de films, hein, c'est pas le souci alors, évidemment. Après moi j'avais la chance d'avoir un père très cinéphile, donc ouais effectivement tous les films de SF, les films de SF, oui, Stargate, ouais, on avait été dès la sortie du film, tout ce qui était Jurassic Park et tout, on y allait tout le temps quoi. Donc là moi j'avais ma petite culture années 80 de films, et c'est vrai que Star Trek m'a mis une grosse claque quoi. Ça sur c'est les excellent. Thèmes, sur les visuels surtout. Génération, je crois que d'ailleurs c'est le premier film avant la fin des années 2000. Génération m'avait une grosse claque. D'accord. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est excellent d'avoir quelqu'un en fait qui nous amène à voir ce genre de choses. Moi, je sais que c'est mon père qui a enregistré les films sur VHS à la maison. On n'allait pas au cinéma parce que je sais pas, c'était pas leur truc à mes parents. Mais j'avais plein de cassettes vidéo et notamment une. Alors ça a rien à voir avec la semoule, mais il y en avait une. Il y avait marqué Termite et Nator. Parce qu'en fait, ça faisait beaucoup rire mon père, Terminator, Termite et Nator. Enfin bref. Les jeux de mots de tonton. Ouais, voilà. Tonton, c'est papa. Enfin, après, c'était peut-être le tonton de quelqu'un. Voilà. Voilà. Le tonton de quelqu'un. Ouais. Ouais, non, mais c'est marrant parce que c'est souvent
c'est souvent, enfin souvent. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent la SF comme ça, et je trouve que c'est une belle manière d'être amené par nos parents à ce genre de choses. Puis comme je le dis souvent, enfin j'avais la chance d'avoir une carte de bibliothèque où j'allais pas souvent, et une carte de vidéoclub où j'allais souvent. Et du coup, ben, tu sais, quand tu commences à, tu sais, quand t'attends qu'il y a pas de Star Trek, que t'as déjà tout vu 3-4 fois, bah, tu commences à taper dans les Cosmos 99, tu commences à taper dans les vieux Battlestar, tu sais, en attendant, quoi. Et du coup, tu découvres des machins, tu découvres des acteurs que t'avais déjà vus à droite à gauche, ça te fait marrer, et puis, bah, de fil en aiguille, voilà. Je sais aussi, maintenant que j'y pense, moi, j'ai toujours été un grand fan des vaisseaux spatiaux. Donc, avec mon père, on faisait les maquettes de Star Wars, déjà. Et du coup, bah, quand j'ai vu moi, je suis tombé aussi amoureux du classe Sovereign de l'Enterprise E. Quand j'ai vu la gueule des vaisseaux comme ça, mais j'étais refait, moi. Ça m'a toujours fasciné, moi, les vaisseaux dans Star Trek. Mais c'est vrai qu'ils ont un design assez particulier et vraiment très intéressant. Et justement, si tu suivais la collection, l'encyclopédie, là, les dossiers officiels. Ouais. Les dossiers officiels, tu devais avoir plein de trucs qui devaient te passionner parce que toutes les nacelles, le moindre détail était détaillé là dans ces trucs. Enfin, alors, il y avait surtout les rapports d'épisodes. D'accord. Vu que les cassettes, je sais pas si tu te rappelles, les épisodes étaient dans le désordre, c'était dégueulasse. Ça n'avait aucun sens, les cassettes, c'était monté à n'importe comment. En plus, je sais qu'il y avait Canal Jimmy qui faisait la guerre parce qu'ils avaient l'exclusivité sur Voyager et ça les gonflait que les cassettes sortent. Et du coup, ben, les épisodes étaient dans le désordre. Et si tu voulais vraiment avoir les épisodes bien, bah, t'allais sur le dernier intercalaire, c'est les rapports de mission. Donc c'est les épisodes en fait résumés quoi, dans l'ordre. D'accord. C'est excellent. Moi, je me souviens pas parce que j'étais pas né. Enfin, je suis né en 90 et toute cette époque-là, moi, je l'ai pas connue. Je l'ai découvert via les entrevues, en fait. à chaque nouvel invité, il me dit, ouais, il y avait ça et tout. Et moi, je découvre plein de trucs comme ça. Je trouve ça excellent. Ah oui, après, il y avait le câble, quoi. Le câble, tu l'avais pas, quoi, voilà. mais c'est cool parce que du coup, et ça changeait aussi du Star Wars fantastique. C'est-à-dire que Star Wars, c'est souvent on dit souvent que c'est de la science-fiction avec des boulons. Enfin, c'est de l'heroic fantasy avec des boulons. Oui, totalement. Voilà. Et là, t'avais des trucs vrais, on t'expliquait des machins, on t'expliquait comment ça marchait le trou noir et tout. C'est pas sorcier, mais en mieux, quoi. Ouais, mais pareil, oui, c'est un peu l'effet que ça m'a fait, moi, quand j'ai découvert Star Trek. Je me suis dit, on peut faire de la SF, non, c'est une grosse bêtise. Ouais, mais non, mais j'allais dire une grosse bêtise parce que je connaissais déjà La Planète des Singes et 2001 d'ailleurs. Donc j'allais dire une bêtise, mais c'est vrai que c'est le gros de la différence entre ces deux gros univers, Star Wars et Star Trek, c'est que il y a deux visions totalement différentes de la science-fiction. Mais toutes les deux très intéressantes, hein, mais ouais. Et puis donc pour finir après, bah vu que je me faisais chier, il y avait les livres à l'époque qui sortaient chez Fleuve Noir, Star Trek en roman de poche. Qui étaient traduits et ils les ont traduits jusqu'à je crois qu'il y a une centaine quoi, je les ai dans un carton. Et puis il y avait surtout moi, alors ce qui m'intéressait le plus moi, c'était les DS9 et les Voyager en roman. Mais bon, il y en a eu que 5 quoi, donc c'est pas terrible. Mais du coup, c'était vachement bah voilà, il y avait de quoi s'occuper entre deux cassettes quoi. Alors les livres, ils ont pas très 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 bonne réputation. Apparemment, il y a à boire et à manger un peu. Bah après, c'est souvent des gars qui ont écrit par-dessus un scénario, choses comme ça, mais il y a des morceaux qui sont quand même canoniques. Hein. Toute la quadrilogie de William Shatner est super cool entre Génération et First Contact. D'accord. Super oui, cool. Après, quand je dis il y a à boire à manger, je parle pas vraiment je parle pas de canon, hein, je parle de qualité vraiment pure et dure d'écriture. Oui, c'est du roman de gare, quoi. C'est les collections roses, quoi. Voilà, il nous a dit, c'était chiant, quoi. C'était un pavé, c'était chiant, pire que Baudelaire, quoi. Mais voilà, avec ça, quoi. Ok. Allez, on change un peu de sujet. Est-ce que tu as intégré une communauté Star Trek ? Et est-ce que tu l'as intégré rapidement ? Bon, évidemment, quand on est enfant, c'est compliqué, mais est-ce que tu as fait partie d'un club ? Est-ce que tu es sur des forums, ce genre de choses ? Alors, bon, il y avait déjà ma famille qui était très trekkie à la base. Le club family. Voilà, la famille du club. Non, alors, faut savoir que moi, je suis à Lyon, j'ai grandi à Lyon. Et à Lyon, alors au début des années
95, il y avait effectivement un cercle, mais surtout de jeux de rôle et de jeux de plateau qui s'appelait Unification, qui a fini par devenir le site la Unification France là, qui était à la base une association donc de Star Trek. Mhm. J'étais un peu trop jeune pour l'intégrer, et puis après, j'ai la chance on va dire, d'évoluer dans le monde des conventions et de la pop culture. Et donc, j'ai rencontré ça va faire maintenant 10 ans, hein, l'un des fondateurs de l'association Star Trek, David. Oui, qui est passé sur les micros de Star Trek Voilà, et pour les nuls. puis il me croisait souvent en convention. On a même fait 2-3 vidéos rigolotes ensemble. Et puis du coup, quand il a fait son association, je les ai rejoints 1 an ou 2 après, quoi. D'accord. Après, je suis pas très actif en tant que militant parce que, comment dire, mon travail m'empêche un peu de le faire. Oui, il faut du temps. Moi aussi, je fais partie Non, du French c'est Club, pas une mais question de temps, c'est que des fois, ils demandent des salons, tu sais, dans les salons, ils ont des emplacements. Mhm. Mais des fois, c'est moi qui donne les emplacements dans les salons. Ah c'est bien, Donc, tu peux avantager certaines personnes. Pardon. j'évite, mais quand je peux leur donner un petit coup de main ou un bon plan, tiens, il y a tel salon qui serait ravi de vous avoir. Voilà. Ok. Non, parce que moi, je fais partie du club, mais je dois être la seule personne dans le sud-ouest. Du coup, je fais aucun salon. Je Il y fais en a acte. dans le sud-ouest, c'est bien. Le Bordeaux Geek Festival, il y a... Ouais. Oui, et ils y étaient. Alors, j'ai pas pu y aller cette année. Je vais essayer d'y aller l'année prochaine. J'en ai parlé avec Guillaume, une des personnes qu'il faudra qu'elle passe sous les micros. On verra. Peut-être, je sais plus, c'est en juin, je crois, un truc comme ça. Il faudra que j'essaye. Mais bon. Dis-moi, est-ce que, pas est-ce que, mais bravo. La blague pourrie de tonton. Pardon. À quel moment est-ce que tu considères être passé de véritable noob? Alors ça, c'est toujours la question bidon de Star Trek pour les nuls. À chaque fois que je la pose, les gens ils sont là, t'es complètement con quoi. Enfin bref. À quel moment est-ce que tu considères être passé de noob, de cadet, à véritable connaisseur trekkie accompli? Bonne question. En fait, quand j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel, c'était intéressant parce que du coup, on essayait de bricoler des FX, des machins comme ça. En fait, une de mes premières activités, dans une deuxième activité, ça a été de faire des vidéos YouTube. Et c'est vrai que dans les vidéos YouTube, on parlait de séries, de choses comme ça, et du coup, j'ai dû commencer à creuser, à savoir qui était à la production, qui avait fait quoi, et tout ça pour me sentir vraiment pro. Et puis il y a 5 ans, j'ai eu la chance de pouvoir sortir un livre sur justement les mécaniques du space opéra, comment ça fonctionne le space opéra à la télé, quels sont les schémas qu'on retrouve, quelles sont les thématiques qu'on retrouve à chaque fois expliquées en fait différemment, parce qu'on s'aperçoit que tous les space opéras sont faits sur le même modèle en fait, depuis que ça existe à la télé, depuis que ça existe en serial. Donc ouais, je pense qu'il y a bien une 8aine d'années où je suis passé du newbie où j'en fais plus ou moins mon métier. D'accord. Sachant qu'aujourd'hui, je gère une boîte de post-production et notamment d'effets spéciaux. Ok. Mais c'est excellent. Voilà. Et du coup, en fait, voilà, ça allait amener la question est-ce que et en quoi Star Trek t'a influencé dans ta vie quotidienne? Est-ce que ça fait partie des choses qui t'ont dit, qui t'ont fait te dire tiens, je veux gérer des effets spéciaux pour faire comme dans Star Trek? Ouais, je suis très maquette en plus. En gros, déjà, tu vois, j'aime bien cette phrase de l'épisode de Futurama quand Fry il explique sa passion de Star Trek. Là, il y a un épisode où ils sont capturés par un paix cosmique qui est fan de Star Trek et qui les oblige à rejouer un scénario qui a jamais été tourné dans Futurama. Je l'ai pas vu, mais je vois à peu près ce que tu il fais. est comme un dingue dans l'épisode Fry, et à la fin, tous ses potes lui disent mais elle est nulle ta version du futur, c'est nul Star Trek puisque vivent dans le futur. Et il leur dit c'était cool parce que tous les soirs quand je regardais la télé, j'avais l'impression de retrouver des amis, une famille. Et c'est vrai que moi j'ai découvert comme ça tard sur le soir Star Trek, c'est-à-dire que souvent j'entrais de l'école ou je rentrais de mes activités, et après avoir dîné avec mes parents, je me matais ça dans ma chambre et je m'endormais avec quoi. Et c'est là où ça a commencé à avoir un certain impact dans ma vie parce que du coup, ça m'a forcé à être curieux.
chose que j'étais pas forcément avant. Ça m'a forcé à être curieux, à regarder ce que faisaient par exemple les Japonais en science-fiction et tu vois, à décortiquer des trucs. Star Trek, j'avais découvert les épisodes, les films et des choses comme ça. Après avec les dossiers, je décortiquais l'univers quoi. Et du coup, ça m'a donné envie de le faire pour chaque chose que je vois. Et maintenant, dès que je découvre une nouvelle série, une fois que j'ai fini la série, je me documente sur la série, je me documente sur les comédiens, sur les producteurs, sur plein de choses. Je casse les couilles les gens sur ça, j'étale ma science, voilà quoi. Mais voilà, tu vois, là je viens de finir Jojo Bizarre Adventure, j'arrête pas d'essayer de trouver des infos sur ce manga-là. Après Star Trek, je me rappelle que j'avais commencé Evangelion. Et puis pareil, j'avais cassé les pieds à tout le monde parce que je m'étais ultra documenté. Et du coup, t'essayes toujours après d'essayer de faire des parallèles. Parce que Star Trek, c'est quand même un monument de la production audiovisuelle. C'est-à-dire que, tu sais, il y a cette vanne sur Internet du Star Trek l'a déjà fait. Ouais. Voilà. Et plus dans quoi c'est d'ailleurs, je crois que c'est dans South Park qu'il y a cette vanne-là du Star Trek l'a déjà fait. Et tu t'amuses quand tu découvres des nouvelles séries, à avoir des thématiques, des systèmes scénaristiques qui ont déjà été inventés il y a 10, 15, 20, 30 ans. Quoi. Ouais, 50. L'épisode à la con dans chaque série, maintenant dans des séries à l'eau de rose, de la journée sans fin. Oui, la journée sans fin, le procès inéquitable. Voilà, tu vois, c'est des trucs que t'as déjà vu 10 000 fois, quoi. Et mais moi, c'est au point que même quand je les revois dans Star Trek, maintenant, moi, ça me saoule. Là, non, je regardais récemment je sais plus pour la combienième fois la série originale, et il y a des épisodes, je suis là, punaise, mais c'est pas possible. Alors je les regarde parce que je suis sympa, mais franchement. Après, quand tu regardes maintenant les séries, les épisodes, notamment sur Voyager, et tu te rends compte du nombre de conneries à la minute qui disent, et des fois c'est pas cohérent du tout. Alors ouais, voilà, Voyager, hein. Pardon. C'est pas cohérent du tout, t'es là, non. Et paradoxalement, quand tu regardes Babylon 5, qui en font très peu, mais le peu qu'ils font, ils sont nickel de boucle temporelle, t'es là, ouais, faites-en peu. Mais tu sentais que c'était, tu sais, sur des épisodes, ce qu'on appelle des épisodes fond de bouteille en production. Les fillers? Non, ça n'a rien à voir. Un épisode fond de bouteille en production américaine dans les années 90, c'est quand t'avais déjà trop dépensé dans la saison sur d'autres épisodes et qu'il fallait que tu fasses des économies. Donc souvent tu faisais la journée sans fin parce que c'était toujours le même cadre et que tu pourrais utiliser l'image souvent. Ou sinon tu sais, c'est souvent ces épisodes à la con où le mec il est enfermé et il repense à des vieux épisodes. Oui, comme Blueberry qui joue au poker et qui se rappelle sa jeunesse. Voilà, c'est ce qu'on appelle les épisodes fond de bouteille. Et d'accord. C'est des épisodes temporels, mais ils t'ont fait 10 millions de fois ça, quoi. Ouais. Ok. C'est assez excellent. Ok. Bon, alors, en introduction de l'enregistrement, là, je parlais de manque de travail et de préparation, chose très habituelle chez Star Trek pour les nuls. Mais là, par contre, comme je disais, on a du gros niveau, parce qu'en fait, quand on a commencé à se rajouter sur les réseaux sociaux, à se suivre mutuellement par-ci par-là, je m'étais dit il est cool Cyril, il gère la chaîne Star Trek Historia, et puis on a commencé à parler machin, et j'ai commencé à parler avec Dragor, avec Thierry, les auditeurs et auditrices le connaissent. Je lui ai dit, j'aimerais faire une entrevue avec Cyril. Est-ce que tu vois qui c'est, tu le connais? Il me dit, ouais, mais parle-lui de son livre. Je dis, pardon? Et du coup, j'ai commencé à regarder. J'étais, ah punaise, il a écrit un livre. Et après, on a établi qu'on allait faire une entrevue. Donc, j'ai commencé à vraiment regarder et je me suis rendu compte que t'as fait des milliards de choses dans ta vie. C'est incroyable. T'as géré 28 chaînes YouTube, t'as écrit, je sais pas, plusieurs livres. Non, j'en ai écrit qu'un. Un livre. Après, j'ai écrit pas mal de scénarios, de petites choses, d'articles et des choses comme ça. D'ailleurs, il y a un truc qui est jamais sorti, mais on avait tourné une parodie de Star Trek il y a 3-4 ans avec beaucoup de YouTubeurs. Ah. Ouais, avec les costumes et tout, on a fait un truc balèze. Il y avait du gros monde en plus dedans, quoi. On l'a jamais sorti parce que on a dit que ça allait ruiner leur carrière aux gars. Et ouais, j'ai fait pas mal de petites choses, voilà. C'est mon activité de faire des choses. Mais c'est cool. Il faut faire des choses. Les gens faisaient des choses. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton livre?
Alors Space Opera, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'était en plus un combiné de livres et de vidéos sur YouTube sur une chaîne qui s'appelle donc Space Opera du même nom, où il y a de la vulgarisation scientifique et il y avait aussi de la philosophie. Et l'idée du livre, c'était c'est vieux, hein, c'était un essai sur justement les mécaniques qu'on retrouve souvent dans le Space Opera. Par exemple, la thématique du capitaine. Et le capitaine, c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant systématiquement, même dans les séries de super-héros. T'as le leader, le capitaine, et qui est entouré de différentes personnes qui ont des savoirs différents et qui sont à la fois des pans de caractère du capitaine. Voilà, par exemple, dans Star Trek Next Gen, on a donc Picard qui incarne le savoir absolu, la détermination et tout ça, mais c'est un vieux. Donc, il a Riker qui fait rappel à sa jeunesse, qui est plus entreprenant, à sa fougue. Et puis, il a la sagesse de Troy, pas loin, qui est plus dans l'empathie, qui est plus, voilà. Et donc, on a tout ça, on a Data, et puis il y a toujours un extraterrestre un peu ingénu dans toutes les séries de Space Op. Ouais. Il y a toujours un extraterrestre qui découvre le monde par notre prisme et qui pose des questions qui sont très cons, hein, mais qui nous remettent bien en question sur notre humanité. Voilà, c'est les grosses ficelles, quoi. Voilà, donc un livre qui parle de tout ça. Pourquoi les vaisseaux sont ronds dans Star Trek? C'est pas anodin. Tous les vaisseaux des gentils de la Fédération sont bombés, sont ronds. Tous les vaisseaux des méchants sont pointus. Ouais. C'est pas anodin. Il y a une imagerie que tu retrouves après dans plein de choses. Dans Babylon 5, tu retrouves la même chose. Dans Battlestar Galactica, tu retrouves la même chose. Le vaisseau, comment il s'appelle? C'est pas le Pegasus, c'est le Galactica. Le Galactica, ouais. Et c'est vrai que c'est une espèce de... Oui, beaucoup. Il est tout... c'est une baleine volante. Voilà, il est pas agressif par rapport aux autres. Voilà, ça parlait de tout ça, quoi. Des schémas que tu retrouves dans pas mal de choses et que maintenant tu retrouves, moi qui suis pas mal de séries de super-héros, que tu retrouves dans toutes les séries de super-héros. C'est la même chose. Mais ça permet également de mettre en avant, pardon, tu parlais du capitaine tout à l'heure, ça permet de mettre en avant des concepts très 20e, 21e siècle, du travail d'équipe, du travail de concert, tous ensemble. Manager, c'est très libéral. Ouais. C'est assez libéral, c'est marrant. Et puis c'est vrai que maintenant, quand tu regardes Discovery, ils ont pris le parti de prendre un lieutenant, quelqu'un qui n'est pas capitaine, donc on a une vision d'un subordonné qui est quand même acteur de son destin. Ouais, bon, c'est pas un subordonné qui suit, voilà quoi. Mais ça a crispé des gens, ça, le fait que ce soit pas le capitaine, quoi. Ça a crispé un peu des gens et ça donne une narration très différente. On a vu pas mal de conversations sur différents groupes en disant lorsqu'il avait été question de mettre à jour certaines images. Sur plein de groupes, que ce soit francophone, anglophone, les gens qui disaient non, on rajoute pas Burnham à côté des autres capitaines, c'est pas un capitaine, alors que c'est clairement quand même le personnage central de la série. C'est vrai que ça apporte pas mal de débats mais ouais, comme tu dis, un point de vue très très différent. Enfin voilà, ça permet de travailler autrement. C'est aussi le reflet d'une époque, hein. On a changé d'époque. Le premier Star Trek TOS est très américain. On a vaincu les nazis, c'est nous les plus forts, quoi. DS9 remet tout en cause tout ce qui s'est fait avant, quoi. Ouais. Voilà. Il remet tout en cause ce qui a pu se faire avant et c'est toute la thématique de DS9 après la mort de Gene Roddenberry, c'est est-ce qu'on est meilleur que les autres, quoi, finalement? Est-ce que notre démarche est supérieure à celle des gens qu'on combat sur le fond? Toute la problématique du maquis, c'est ça, quoi. Est-ce qu'on n'est pas, nous, les Borg du 25e siècle? C'est ouf. J'adore DS9. C'est génial. Ok. On parle un petit peu de tes chaînes YouTube, parce que là, actuellement, c'est Star Trek Historia. Ouais, normalement, il y a une nouvelle vidéo qui sort la semaine prochaine. Ouais. Ah, alors, ouais. Là, vu l'avance que j'ai pris sur les publications, normalement, l'entrevue qu'on est en train de faire, elle va paraître fin janvier ou début février, je sais plus. Donc, ta nouvelle vidéo de la semaine prochaine est déjà sortie. Il y a une fin janvier qui sort aussi. Voilà, j'en ai déjà 2 prêtes en avance, là.
les peaufine. Donc Excellent. oui, actuellement, je gère que Star Trek Historia maintenant, étant donné que j'ai ma société de post-prod à développer et que j'aurai un projet autour de Star Trek certainement mi-décembre. Mais dès que c'est concrétisé, j'en parlerai. Excellent. Excellent, excellent. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres projets actuellement sur le tapis dont tu peux parler? Bah ouais, peut-être un projet en commun là qu'on Eh oui. peut bâtir. Et puis, bah écoute, pour le moment c'est déjà pas mal parce que ça me fait faire pas mal de déplacements. Voilà. Non, bah oui, peut-être des projets vis-à-vis du e-sport, mais ça c'est plus le côté professionnel. Ok. Non, mais c'est e-sport sur Star Trek Online, hein. Voilà. Je suis très mauvais pour ça. Je connais pas trop bien. J'ai juste créé mon avatar. J'ai fait, je sais plus. On se bat contre, je sais plus qui c'est qui attaque ton vaisseau et puis tu te retrouves à l'académie. Tout le monde. Et je me souviens plus. Ouais, mais j'ai pas accroché. La seule chose qui est bien dans Star Trek Online, c'est la campagne. Moi, c'est la seule chose à laquelle je joue, à part un peu fermé tous les jours, c'est les scénarios. Les scénarios de Star Trek Online sont faits avec intelligence, sont faits en accord avec la Paramount et CBS. Ouais, ce qui paraît, c'est chouette. Hein. Donc, ils font venir des acteurs, ils finissent aussi des intrigues qui n'ont pas été finies dans les autres séries. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour la petite anecdote, quand J.J. Abrams a sorti son film, Star Trek Online était déjà, je crois, 1 ou 2 ans d'exploitation, bah, ça les a beaucoup fait chier. Parce qu'ils ont dû trouver une parade scénaristique en toute urgence pour expliquer que leur timeline était toujours la bonne. D'accord. Voilà. Et du coup, maintenant, tu peux aussi jouer avec la timeline Kelvin, donc celle de J.J. Abrams. D'accord. Et tu peux jouer avec celle de Discovery? Pardon. Oui, il y a eu la saison Discovery, là, ça y est. Donc, ouais, et en plus, elle est cool, la campagne. On retrouve ça spoil pas, là, ce que je dis. En gros, il y a un problème à l'époque de Star Trek Online qui nécessite un voyage dans le temps et on va chercher une copie de Stamets dans le réseau mycélien. Ah, excellent. Voilà. Mais ils sont super intelligents, ces mecs. Et donc, l'acteur qui joue Stamets double. C'est lui qui donne les missions, c'est lui qui donne les informations. Il se double. Et il y avait une autre mission aussi où on t'explique comment le capitaine Lorca du bon univers perd son problème de vue. Donc tu fais une mission tu sais qu'il est sensible à la lumière, le capitaine Lorca. Ah, mais c'est pas que celui de l'univers miroir à cause de la luminosité. Celui de l'univers miroir a son problème de vue là. D'accord. Tu fais 3 missions avec lui et tu comprends comment il arrive à choper la place de l'autre. D'accord. Ah, c'est excellent. Ok. Voilà, non, ils font plein de trucs comme ça. Plein d'épisodes excellents. Par exemple, toi qui aimes bien DS9, tu sais, il y a une saison où les prophètes bloquent l'arrivée du Dominion. Ouais. Voilà. Ils le bloquent. Et dans Star Trek donc Online, il y a une mission autour de DS9 et des Bajorans. Et les prophètes ont décidé d'arrêter de bloquer l'invasion. Mais on est 30 ans après, quoi. Donc, tu dois gérer l'invasion du Dominion qui débarque de nulle part et qui savent plus pourquoi ils attaquent, quoi. Parce qu'ils ont 30 ans de décalage. Eh oui, ils étaient bloqués. Ah, c'est excellent. Et t'as même toute une mission dans le Vortex, justement, où tu dois aller retrouver les membres d'équipage perdus temporellement, quoi. Ah, mais c'est ouf. Non, mais me le vends pas trop parce que j'ai pas le temps. D'accord? Il faut pas que je fasse ça. Si je me lance. C'est-à-dire, ils sortent une saison tous les 6 mois. Et donc, au fur et à mesure, j'ai fait les 3-4 épisodes de la saison, quoi. Non. Première saison, tu joues avec la fille de Bellana et c'est la fille de Bellana et de Tom Paris qui te donne les instructions. C'est excellent. Je me souviens plus. J'avais fait juste le tout début, première bataille spatiale, tout ça. Mais j'avais vite arrêté et je peux pas. Si je fais ça, j'arrête le podcast. Voilà. Donc je peux pas. Je manque trop de temps. J'avoue. Mais tu sais que je rêverais qu'ils nous fassent un Age of Empires Star Trek comme ils en ont fait un Star Wars. Ah ouais, un RTS. Ouais, ou dans l'univers un peu avec le système de jeu Civilisation. Un 4X. Ok. Bah écoute, te concernant, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu aurais des choses que tu voudrais aborder particulièrement?
Non, après c'est plutôt cool que la communauté s'organise et fasse un peu ses rencontres et fasse découvrir justement dans les conventions Star Trek, parce que tu sais, Star Trek c'est comme une maladie vénérienne. C'est toujours un peu honte de le dire, quoi. Et non, mais c'est vrai, quoi. C'est fou. Je veux dire, moi, la première convention que j'ai faite Star Trek il y a 10 ans, c'était à Londres. Les gens, ils venaient en famille. C'était sur 4 générations. Ils étaient cosplayés. C'était un truc de fou. Nous, on n'osait pas dire qu'on était fan de Star Trek avec mes copains il y a 10 ans, quoi. Tu vois, c'est vrai que non, mais c'est vrai que il y a toujours ce côté un peu moqueur, tu vois. T'as vu ce type sur internet, ils se sont mariés en mode Star Trek. Bah, tu sais comment appelaient les incorruptibles les séries Star Trek? Ils appelaient ça les séries pyjama. Ouais, voilà. Alors, j'ai fait un article. Alors, encore de l'autopromo, désolé. Alors là, actuellement, vous le savez, les auditeurs, auditrices, vous pouvez nous envoyer à tout moment une capsule audio disant pourquoi Star Trek c'est génial. D'ailleurs, Cyril, tu l'as fait. Alors, au moment où on enregistre, elle n'est pas encore diffusée, mais au moment où on est diffusé, elle sera déjà diffusée depuis longtemps. Bref. Mais ça vient à la base d'un article que j'ai rédigé moi-même sur mon blog personnel, pourquoi Star Trek c'est génial, dans lequel je dis mais franchement je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde dit ils sont en pyjama. C'est bon, voilà, c'est des tenues spéciales, mais c'est pas non plus waouh. Enfin bref, c'est une insulte qui m'agace un petit peu personnellement, la série pyjama. Bon après ça se justifie, hein, ils étaient vraiment en pyjama, quoi, mais arrête, ils ont pleuré sur les costumes, ils en avaient marre, quoi. Il y a des acteurs qui sont partis à cause de ça, hein. C'était trop chiant, quoi, les costumes, les rigueurs de tournage et tout, quoi. L'actrice qui devait jouer Janeway, elle est restée, je crois même pas 15 jours, quoi, sur le plateau. Non, elle est partie au bout de 15 jours, quoi. Non, mais à cette époque-là, ça allait mieux. Enfin bref. Ah non, mais c'était l'horreur, parce que les costumes, enfin, moi qui ai un peu la chance de faire un tournage, qui en ai fait un de science-fiction avec des costumes, les gens tombent dans les pommes, hein. Tu rajoutes la chaleur, tu rajoutes des costumes qui sont pas et les gars ils en pouvaient plus. Picard, Stewart il a gueulé mais pendant t'as jamais fait gaffe que la saison 1 c'est des tenues dans Star Trek TNG, c'est des tenues que tu mets, c'est des combis. Ouais, elles sont dégueulasses. Avec le zip dans le dos. Et il en pouvait plus, Stewart. Il avait menacé plusieurs fois de partir si on lui changeait pas les trucs, hein. C'est pour ça qu'après il a cette veste de motard pourri là. Ah ouais, mais non. Alors moi la veste je la kiffe. C'est une question de confort. Voilà, c'est vraiment une question de confort. C'est parce qu'il ne supportait pas la tonne de choses qu'il avait sur lui tout le temps, quoi. C'est marrant. Et c'est rigolo parce que du coup, avec la série Enterprise, ils sont revenus avec les trucs à zip, les combis de mécano de l'espace, là, qui sont géniales. Je trouve génial et super intelligentes parce que, ouais, ils ont des poches. T'as vu? Oui, et puis ils ont des poches, et puis c'est un truc qui est fait pour mettre les mains dans le cambouis, quoi. Ouais. Le vaisseau, il tient parce qu'ils tiennent les portes pendant qu'il est en Warp 2, quoi. Ça, et alors, non, mais ça, c'est incroyable parce que il faut que je regarde à nouveau. Mais la première fois où l'Enterprise se fait tirer dessus, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont être détruits dès le premier shot. Comment ça se fait qu'ils ont pu résister? Enfin bref, je me souviens plus comment ça se passe, mais... Alors, peut-être que t'étais trop jeune aussi à l'époque, mais alors, c'était marrant parce que les vieux qui ont vu cette série Enterprise, ils ont commencé à dire, ouais, ça va se passer 70 ans, je sais plus, avant Spock. On s'est dit, mais ils vont faire comment pour faire plus pourri que la vieille série? Comment ils vont faire, quoi? Et on s'est dit, ça va être comme Battlestar Galactica, et ça va pas, il va y avoir un truc qui colle pas, quoi. Voilà, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai eu vachement de mal avec Enterprise. Alors, sur le coup, mais après, petit à petit, tu t'y fais, et il y a une certaine logique, surtout que je trouve que pour le coup, le raccordage de wagons avec TOS est bien mieux géré dans Enterprise qu'il ne l'a été dans la fin de la saison 2 de Discovery. Ce côté, les écrans commencent à changer de style, on commence à créer Red Alert. Ouais. Alors ça, putain, la Red Alert, quoi. Incroyable. Ça c'était une grosse blague totalement assumée, mais j'avais trouvé ça assez cool, ouais. Puis après il y a du fanservice, hein, saison 4. Oui, beaucoup. Quitte à faire des incohérences énormes, fanservice, quoi. Ouais, ils savaient qu'ils avaient fini, mais bon. Eh ben, écoute,
Je pense que on a fait le tour de toi. Merci beaucoup Cyril. Je t'en prie. À très bientôt. À très bientôt. Les auditeurs, les auditrices, n'hésitez pas à commenter ce qui a été dit ici, à nous donner vos avis, vos témoignages de ce que vous avez vécu dans ces époques-là. Voilà, pour ça vous avez les commentaires évidemment, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout ça. Ou alors l'adresse mail, je la rappelle pour les capsules audio, Star Trek pour les nuls, tout attaché au pluriel, @gmail.com. Allez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une vie longue et que vous la viviez de manière prospère. Prospère ? Il s'appelle Prosper ? Pardon, c'est une référence. Je ne fonctionne pas. Allez, bonne journée à toutes, à bientôt. One small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls.